Et pourtant, elle tourne. Attention pour décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, quand on s'est quitté la dernière fois, la question qu'on s'était posée, c'était qu'est-ce qu'un satellite d'observation de la Terre fait de plus ou de moins ou de différent qu'un satellite météo? Tu nous expliques? Oh, je crois que c'est relativement facile. Un satellite d'observation de la Terre, c'est un satellite artificiel. Ça n'a pas bougé depuis que l'on s'est vu la dernière fois. Mais seulement un satellite d'observation de la Terre, il fait des mesures géophysiques et géographiques depuis l'orbite terrestre. Alors là, tu vas me dire, géophysique et géographique, c'est quoi la différence avec les satellites météo? Le satellite météo n'est qu'une petite partie d'un satellite d'observation de la Terre. Et les mesures, qu'elles soient géographiques, ça dit bien ce que ça dit, ça explore et ça photographie la Terre, ça photographie les océans. Et géophysique, ça sert à modéliser le climat et prévoir les catastrophes naturelles. Mais avec un point dont on parle très peu, c'est aussi d'excellents moyens de reconnaissance militaire. Voilà un petit peu ce qu'est un satellite d'observation de la Terre. Les outils qu'on a à notre disposition sont assez nombreux finalement, parce qu'ils viennent de toutes les disciplines scientifiques qui sont touchées. Et on a besoin de mesures géométriques au sol aussi, parce que du fait qu'on utilise beaucoup d'instruments, et bien quelque part, il va falloir dire comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Dans la liste que tu viens de nous donner des choses que ça fait, il y en a une qui semble manquer pour moi, c'est la géodésie. Et géodésie, je voulais expliquer un petit peu ce que c'est avec, comme toujours, mon dada, l'étymologie. En fait, la définition de la géodésie, c'est l'étude des formes et des dimensions de la Terre. Et ça vient du grec. Géo, c'est la Terre. Et daion, qui veut dire je divise, c'est-à-dire que c'est une sorte d'arpentage de la Terre. Au départ, c'était l'art de tracer des cartes. Voilà, j'ai fermé la parenthèse, tu peux y aller. Je pense que je n'aurais pas donné une explication aussi claire et aussi précise que celle que tu viens de donner. Pour bien voir la forme de la Terre, on a besoin de regarder le ciel, parce que sans référence, on ne peut pas mesurer sa taille absolue. Donc ça fait appel à l'astronomie, et d'ailleurs, c'est les astronomes qui ont été les premiers géodésiens. Alors, ils ne font pas que ces types de mesures, les satellites d'observation de la Terre. Il faut bien comprendre qu'ils ont des caractéristiques très variables pour répondre à différents besoins. C'est comme dans les voitures ou c'est comme dans les ordinateurs. Il y a des satellites d'observation de la Terre qui sont spécialisés. Et ils se distinguent surtout par leur résolution. Alors, que veut dire résolution? C'est la précision de la photo. Est-ce qu'elle est précise à 1 mètre? Est-ce qu'elle est précise à 10 cm ou 1 cm? Et les instruments qu'ils ont embarqués. Alors, les instruments qu'ils ont embarqués sont de plusieurs types. Ils embarquent des instruments optiques, qui ne sont qu'une caméra vidéo, un appareil photo que l'on fait balader. Ils ont des radars, le radar classique qui émet des ondes électromagnétiques, et puis on mesure le retour. Ils ont embarqué en général le lidar. Alors le lidar, tu vas me dire, c'est quoi ça un lidar? C'est jamais qu'un radar qui, au lieu de mettre des ondes électromagnétiques, émet des ondes de la lumière. LIDAR signifie Light Detection and Ranging, ou télédétection par laser. Le LIDAR promet de révolutionner notre vision du paysage. Et ils ont des appareils, ce qu'on appelle des hyperspectrales. Et l'autre caractéristique des satellites d'observation de la Terre, c'est l'orbite choisie, parce que dans les satellites d'observation de la Terre, on retrouve ce qu'on avait vu tout à fait au début. Ça peut être géostationnaire, comme ça, c'est surtout, d'ailleurs, des satellites à défilement et très souvent polaires. Et la taille du satellite, bien évidemment. Parce que la taille du satellite peut varier selon les mesures, ça peut varier de 1 tonne à 4 tonnes. Tu as parlé d'hyperspectral tout à l'heure, ça mérite peut-être qu'on s'y attarde un petit peu. On revient à mon dada, hyperspectral, tout le monde sait ce que c'est, il n'y a qu'à penser à son hypermarché. Spectral, j'ai vu que la définition du spectre en physique, c'est l'ensemble des rayons colorés résultant de la décomposition de la lumière. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, je veux. Alors,
C'est relativement facile. En fait, l'hyperspectral, il travaille dans une gamme de fréquences au niveau lumière, puisque chaque lumière, chaque couleur a une longueur d'onde très, très, très précise. Et l'hyperspectral, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il travaille au niveau de la longueur d'onde qui est au niveau du nanomètre. Il faut bien comprendre que le nanomètre, C'est tout petit, c'est quoi ? ça, un nanomètre. Ah, je pense que oui, notre œil, même ton œil acéré, ne serait pas capable de le voir, parce que le nanomètre, c'est le millionième de millimètre, pour donner une idée. Et le fait de pouvoir travailler sur différentes fréquences qui sont choisies sur les appareils qui sont embarqués sur les satellites de ressources terrestres, on va travailler à 2 nanomètres, on va travailler une fréquence lumineuse à 3 nanomètres, 4 nanomètres, ce qui fait qu'on se retrouve avec un millefeuille d'images. Il y aura l'image, il va y avoir une image à 1 nanomètre, une image à 2 nanomètres. Et ces images, elles sont empilées comme un gâteau, vraiment comme un millefeuille. Et c'est à partir de ces images que l'on peut reconstituer, que l'on peut faire une analyse profonde, soit du sol, soit de l'eau que l'on aura travaillé, soit des forêts, soit du spectre de l'atmosphère par lui-même. C'est vraiment, je dirais pas que c'est le couteau suisse de MacGyver pour inspecter notre terre, notre chère terre, mais c'en est pas loin, il sait tout faire. Et je pense qu'en plus, ça donne lieu à des applications assez extraordinaires. Tu m'en avais parlé, tu m'as donné des domaines d'application, pas toujours par satellite d'ailleurs. Je pense que ça mérite un petit peu qu'on s'y intéresse parce que c'est assez spectaculaire quand même. Alors, ce qui m'amuse un petit peu dans ta question, c'est que une des premières interrogations que tu avais eues, c'est que tu m'avais dit « Qu'est-ce que ça a à voir avec le spectre ?» Je t'avais répondu « James Bond n'a rien à voir là-dedans. Le spectre, il a été maté par James Bond. » Alors, ce qui est très curieux, c'est que l'hyperspectral, il est appliqué avec les satellites, mais ça date pas c'est les premières applications hyperspectrales ont été faites par des vols d'avions. Une fois de plus, c'est l'armée américaine qui avait mis en place les premiers appareils photo, on peut dire ça comme ça, ou les premières caméras hyperspectrales avec les premiers émetteurs. Et l'avion, comme toute observation aérienne, il volait à une altitude bien déterminée. Je ne me souviens plus quelle était la marge d'erreur de l'altitude de l'avion. Et leur caméra hyperspectrale faisait le boulot que fait actuellement les satellites. Parce que l'observation aérienne existe toujours, mais reste aux mains des militaires. Alors que l'observation aérienne, par exemple, chez nous, pour la France, était faite par l'IGN à bord d'avions qui étaient à l'époque des DEF. Ça devait être des avions d'assaut, des Mystère 20. Alors, les applications... Oui, ton couteau suisse. Dans un couteau suisse, tu as le tire-bouchon, tu as le poinçon, tu as différentes lames. Voilà. Toi, ton couteau suisse, il a quoi dans son corps ? Un couteau suisse dans son corps, il a les applications. Alors, c'est des applications spatiales, mais qui sont l'hyperspectralité. Là, je viens d'inventer un mot. Ah, je suis content de moi, parce que je crois qu'il n'existe pas. L'hyperspectral, c'est quelque chose qui est utilisé également sur notre bonne vieille Terre. Les applications que l'on retrouve en hyperspectral, tu vas les trouver, par exemple, en agriculture. Mmh. Tu vas les trouver en agriculture, au travers des satellites. Ça permet de déterminer ce qu'on appelle la détection de parasites. D'ailleurs, c'est très, très curieux. Ça permet de déterminer le stress hydrique. Ça, c'est le manque d'eau. C'est un mot savant pour le manque d'eau. Ah, mais vraiment, le stress hydrique, actuellement, on est un petit peu en situation de stress hydrique dans certaines régions. Et comment, oui. On le retrouve, l'hyperspectral, dans l'environnemental pur, à savoir, il est capable de détecter la mesure de la pollution, la mesure de la qualité de l'air, ce qui veut dire que, au travers des fréquences en nanomètres, il est capable de détecter des particules. On peut s'imaginer des particules qui sont de l'ordre du millième de millimètre. La Chine a lancé Gaofen 5, un satellite d'imagerie hyperspectrale dans le cadre du projet d'observation de la Terre à haute définition. Et c'est le premier satellite hyperspectral à spectre complet au monde pour l'observation complète de l'atmosphère et des terres. Ensuite, une autre application qui est utilisée pour l'hyperspectral, dans des satellites en particulier, qui sont des satellites d'observation. Alors, je ne dirais pas de la Terre, mais des satellites qui sont sur la base des satellites d'observation de la Terre, qu'on appelle les satellites scientifiques. L'hyperspectral
permet de caractériser les étoiles et surtout d'aller caractériser ce qu'on appelle les exoplanètes. Et actuellement, comme on le sait, il y a un projet européen, un satellite qui va mettre en 3 dimensions l'univers et à savoir s'il y a vie ou pas. Et les applications assez amusantes de l'hyperspectral, cette fois au sol, c'est par exemple l'examen des peintures dans l'art, dans les musées, pour savoir si c'est un faussaire ou si c'est l'original. On a tous vu des émissions de télé là-dessus, on voit les sous-couches, comment les corrections ont été faites, les trucs qui ont été rapportés par-dessus. Ouais, c'est très intéressant. Très utilisé également en archéologie, parce que ça permet de dimensionner, de faire une construction par rapport aux vestiges qui ont été trouvés, et de faire une construction très claire de ces vestiges. C'était un corps humain, est-ce que c'était un enfant, avec l'hyperspectral qui est utilisé directement par les archéologues quand ils sont sur un site. Enfin bon, au niveau de notre Terre, les applications de l'hyperspectral qui descendent, je dirais entre guillemets, qui descendent de l'espace, sont multiples. Par exemple, une manière un petit peu différente, le scanner médical que vous passez, c'est quoi ? C'est de l'hyperspectral, mais dans des fréquences différentes. Ça vous découpe, ça vous découpe en morceaux, quoi. Et ça, c'est pas satellitaire. Non, c'est pas satellitaire. À propos des satellites, j'avais une question à te poser. Qui les finance et qui les exploite ? Alors, qui les finance et qui les exploite, au départ, c'était les gouvernements. Enfin, c'était la puissance étatique. De 2 manières. La puissance étatique civile. Par exemple, l'exemple de Spot, qui a été le premier satellite d'observation de la Terre français qui a été lancé, c'était en 86, a été financé par l'État via une attribution budgétaire au Centre national d'études spatiales, qui était le maître de ce projet-là. Mais cela a beaucoup évolué. Alors, pourquoi ça a beaucoup évolué ? Lorsque Spot a été lancé, il y a eu une idée, patron du projet Spot, qui a été de dire « si je vendais mes photos ?» et qui a créé la première société de vente de photos. Il l'a établi aux États-Unis d'ailleurs à l'époque, il a été établi à Washington, enfin à côté de Washington. Et c'est une habitude qui a été prise où les photos ont été vendues. Donc maintenant, on a des satellites d'observation de la Terre qui sont privés. Si tu veux te faire plaisir, tu commandes un satellite d'observation de la Terre et tu vends les photos. C'est une évolution qu'on voit partout dans tous les domaines. Et oui, malheureusement, oui. Alors, ce qui est très curieux, c'est, je trouve, dans toute cette histoire-là, on est arrivé à l'hyperspectral, qui est un progrès technique et technologique qui est énorme. Il faut savoir que les premières photos aériennes ont été faites par Monsieur Niepce. Nicéphore, de son prénom. En 1827, un Français, génial inventeur mais piètre dessinateur, Nicéphore Niepce, a l'idée de se servir d'une chambre noire portative pour tenter de fixer sur une plaque de métal, par la seule action de la lumière, la vue qu'il a de la fenêtre de sa chambre. L'image peut désormais se fixer. Niepce meurt brutalement en 1833, sans que ses travaux pour la formation d'une image photographique soient officiellement reconnus. Ce monsieur avait monté un appareil photo dans un ballon, une montgolfière, parce que ça s'appelait des montgolfières à l'époque, qu'il avait fait monter au-dessus de Paris. Et ça a permis, lors du siège de Paris par les Allemands, ça lui permettait de faire des photos. Alors c'était très compliqué parce que les photos, c'était des plaques en verre qu'il fallait redescendre, donc elles redescendaient. Et ça donnait des informations extrêmement importantes aux forces armées qui se battaient à l'époque. Et ça s'est poursuivi, l'affaire de Niepce, ça s'est poursuivi pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il faut quand même imaginer que les appareils photo dits portables, devaient faire quelque chose comme 60 cm de long, 30 de large, 40 de haut, avec l'objectif et les plaques. Et il y avait donc les premiers avions de la guerre mondiale, les biplans ou monoplans. Il y avait le pilote et il y avait derrière le photographe qui était avec son gros truc, là, clac, qui mettait les plaques, et ainsi de suite. Je trouve ça assez amusant de voir comment ça a débuté et où on en est arrivé actuellement. Et à l'époque, du début des photos dites aériennes, qui sont devenues satellitaires assez rapidement, il n'y avait pas de satellite de télécommunication pour communiquer, pour nous envoyer les infos en temps réel. Il fallait redescendre les plaques photographiques, les traiter, les développer, faire la photo, les mettre sur papier,
Et ainsi de suite pour les premières photos aériennes, comprises des forces armées pendant la Première Guerre mondiale. Et là, pas de satellite télécommunication, pas de résultats en direct. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, je ne sais pas si ça s'appelle ce truc-là d'ailleurs, entre parenthèses. Il n'y avait pas WhatsApp. Ce que tu es en train de nous annoncer, si je comprends bien, c'est que dans la famille satellite, on va maintenant prendre la carte satellite de Télécom. Oui, je ne l'ai pas annoncé d'une manière très discrète, mais c'est vrai que la part satellite de Télécom va nous apporter tout le lien avec ce que nous avons fait, la météo et les satellites d'observation de la Terre. Et les satellites de Télécom, c'est vraiment le lien de situations isolées quand on a connu l'espace. Hein. On retrouve maintenant des groupements, quand on voit les gros satellites de télécommunications, quand on voit le premier satellite de télécom qui a été lancé en 62 à l'époque, c'était assez extraordinaire quand même. Alors on se fait ça la prochaine fois ? Ah ben écoute, oui, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je te dis d'accord pour la prochaine fois. Alors au revoir Jean-Pierre. Au revoir Anne.